Mon rapport à Saint John Perse commence par une grande familiarité des enfances, la sienne comme la mienne. Elles sont voisines, puisque je suis né au pied de la Soufrière en Guadeloupe, et de la maison, en quelque sorte, ou de loin, on voyait, on savait qu'il y avait plus haut, au Matouba, la maison Saint John Perse, et puis aussi qu'il y avait, ma grand-mère me l'avait dit, la tombe d'une petite sœur qui était là-haut, donc une présence de la famille. Et ma grand-mère était couturière et faisait des robes pour la famille de Saint John Perse. Donc un peu à distance, bien sûr, aucune familiarité, mais la familiarité, elle est ailleurs. J'ai lu très tôt des petits livres d'enfants. Des petits livres d'enfants, ça voulait dire des livres de poésie, c'est-à-dire des petits recueils très petits qui tiennent dans la main de l'enfant, par rapport aux gros livres, gros essais et tout ça. Et parmi ces livres, il y avait Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, qui est un tout petit livre, donc pas intimidant. Et puis Éloge de Saint John Perse. Et j'avais l'habitude de lire toujours la première page, et puis aussi la dernière. J'avais pas de problème de manque de compréhension des choses. Donc c'était comme ça une familiarité. Qu'est-ce qu'il écrit pour commencer et pour finir. Et dans les deux cas, c'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre pour moi Perse et Césaire, j'ai compris tout de suite quelque chose, c'est qu'ils étaient un peu absents au fond, et qu'il y avait une présence mais extrêmement puissante du monde et de la nature des Antilles. Au point que chez Saint John Perse, ça cachait le reste. C'est extraordinaire de voir, et ça je l'ai vu tout de suite, l'absence des Antillais et la présence massive de la nature antillaise, dont il n'a jamais pu s'échapper, se dépêtrer, même si il n'est jamais retourné dans le pays. Et donc ça, c'était une chose qui me dit, voilà, la poésie, c'est ça. Ce sont des enfants, des âmes d'enfants, qui essaient de comprendre et de traduire avec des mots l'énormité des choses que dit la nature, mais qui ne le dit pas avec nos mots. La preuve, c'est qu'on n'entend pas. Mais aux Antilles, ici, on entend. Parce qu'il y a les cyclones, il y a les raz-de-marée, il y a l'éruption volcanique, il en a vu moi aussi, la Soufrière de Saint-Claude. Il y a les séismes. Donc terre, eau, feu et air, les quatre éléments qui constituent un être et qui constituent le monde, ils sont présents là. Parfois ils crient, ils sont aussi dans leur douceur, dans leur beauté de la nature antillaise, tropicale, mais aussi dans leur violence cataclysmique. Eh bien le poète Saint John Perse, c'est de ça qu'il a rendu compte pour parler de l'être humain, de l'humain quel qu'il soit, chinois, d'Afghanistan ou de Bretagne, parce qu'il avait entre ses mains des éléments universels qui étaient fournis dans la toute petite île. C'est ce que dans un poème, je dis 4 continents pour édifier une île. Parce que non seulement il y a les 4 éléments de la nature, et qui sont présents dans presque chaque strophe de Perse, il y a aussi, chez nous, les 4 continents humains. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, qui est venue depuis 1850 à peu près, et bien sûr en Amérique. 1, 2, 3, 4 continents pour faire l'île de Saint John Perse. On comprend qu'il ne soit pas à l'étroit. Encore faut-il qu'il ait vu les gens. Or, il n'a pas vu, puisqu'il était enfermé. L'enfant de Colomb est protégé des gens, est protégé des autres. Il voit la vieille servante, comme il le dit, celle qui a le droit de s'asseoir dans le salon sur une petite chaise, parce que c'est une vieille nourrice. Il voit les gens qui servent, et il dit, ils sont comme des astres morts. C'est exactement l'inverse. Et la vie qu'il a menée enfant, cette clôture en quelque sorte de sa condition, eh bien l'a empêché de voir
tous les cousinages avec les Antilles, même s'il jouait avec les enfants, même s'il allait s'ébattre dans la nature et découvrir toute cette nature antillaise. Cette contradiction entre l'incapacité à voir l'humain et une, je sais pas, une ouverture extraordinaire pour voir chaque plante, chaque petite fleur et les insectes. Et quand on pense que, par exemple, dans un poème, il nous parle d'un papillon qu'on appelait l'empereur et qui vient prendre des larves qui sont elles-mêmes issues de la pourriture d'une fleur, et ce papillon sait, il vient et il prend ça. Quelle puissante connaissance de ce monde, et en même temps, quelle tragique absence de la même acuité pour voir autour de lui les gens. C'est pour ça qu'on est à la fois, nous, dans les poètes des Antilles, très proches de Perse, et en même temps très d'une espèce de douleur, ou de tristesse en quelque sorte, de l'incapacité qu'il a eue à pouvoir nous parler de nous. D'où je crois son départ. Il n'a pas pu supporter, au fond, d'être seul au milieu de tout cet univers humain de 4 continents dont il ne pouvait pas rendre compte. Et je crois que voilà, c'est toute sa puissance poétique, elle est là. Et moi, j'ai toujours su, mais depuis petit, que c'est la soufrière nous dit quelque chose, mais il faut le traduire. Et il n'y a qu'une seule modalité pour traduire, c'est la poésie. Mon premier poème, c'était La soufrière parle et nous dit quelque chose. Vous voyez ? Et j'ai évidemment trouvé dans Éloge, d'un Pour fêter une enfance, tout ce qui me donnait en quelque sorte accès à cette capacité qu'a la poésie de dire. Et donc, quand Perse décrit son enfance, avec donc les servantes, ce qu'il faisait, le père qui rentre et tout ça, eh bien, je voyais dans la poésie, dans un livre, pour la première fois, mon pays, des gens que je pouvais voir dans la rue, des paysages des Antilles. J'ai eu le même choc avec le cahier de retour au pays natal. Ça commence comme ça. C'est ville plate, étalée, tiens, un livre qui parle de nous, alors que les livres, c'est fait pour parler d'ailleurs. C'est ça un livre aux Antilles, c'est quelque chose qui vient d'Europe, de France, et qui raconte des histoires de Balzac, de Flaubert, des poèmes, des choses. Mais c'est justement étranger. Et voilà qu'on a, avec ce jeune homme pourtant coupé de nous, on a une présence extraordinaire qui le dépasse. Il a pu dire, j'avais rien à voir avec ça, mais c'est là, c'est présent. Et je pense que c'est aussi ce qui l'a amené à la poésie. Le silence du dialogue avec les Antillais l'a amené à traduire dans le silence de la chambre, le silence de la page, le silence du mot, et à être donc, sans doute au XXe siècle, un des plus grands traducteurs du message de la nature. Parce que même pas dérangé par les humains au fond, pour des raisons qui sont un peu tragiques, de sa condition, mais qui font qu'il est en quelque sorte disponible pour écouter les fleurs, les plantes, etc. Il y a quelqu'un qui est un peu comme ça, mais lui n'a pas oublié les humains, c'est René Char. René Char, toute sa poésie, on pourrait dire, tourne autour d'un petit village avec l'eau, le ruisseau, les plantes précises, et même quand il parle de la résistance ou de choses de ce genre, il parle de quelqu'un qui a vaincu le malheur, l'oppression et tout ça, et qui en revenant est vêtu de feuilles de sureau et d'air chargé de menthe, à la place de son costume de prisonnier dans les camps. Feuilles de sureau et chargé de menthe, c'est perse aussi ça. C'est-à-dire, c'est aussi Césaire, c'est-à-dire quelque part, puis ça rejoint les grandes traditions de poésie antique, où il faut être agraire. C'est la nature, elle est là pour nous donner le sens de tous nos questionnements, et encore faut-il l'écouter. Et pour moi, il y a cette puissance-là, c'est Saint John Perse, et en même temps que ce manque terrible comme ça. Alors, il y a une chose qui pour moi était une belle découverte,
mais beaucoup plus tardive. Alors après, cette familiarité avec l'enfant qui fait que moi, enfant, d'abord j'ai vu qu'un poème, ça pouvait parler de nous et de chez nous, ce qui n'était pas le cas dans les livres, et donc ça m'a amené à dire, ben oui, je vais faire parler moi aussi la soufrière, le volcan, le cyclone, l'éruption, et tout ça, pour parler des sentiments humains. Saint John Perse a longtemps cru qu'il n'était pas antillais. Et j'ai découvert le secret, ou plutôt le secret du fait qu'il n'a pas pu voir ça, parce qu'il a cru que les Antilles, c'est ce qu'on lui disait, c'est-à-dire un monde d'aliénation, un monde de gens avec des Africains d'un côté, serviteurs ou anciens esclaves, les Blancs de l'autre côté, les maîtres, une coupure parfaite sociale, politique, et tout cela. Et en fait, il n'a pas vu que c'était du métissage. Il n'a pas vu qu'il est noir, qu'il est hindou, qu'il est blanc, qu'il est asiatique. Et quelque part, sa poésie le lui a donné. Et alors, j'ai trouvé une chose. Un jour, en lisant la correspondance publiée dans cette édition qu'il a voulu faire lui-même, et j'ai trouvé le secret. Une lettre à Valérie Larrot. C'était donc en décembre 1911. Mon cher ami le découvre, ils ne se connaissent pas encore très bien, et lui dit un bonheur de ce que Larrot lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vous remercie par-dessus tout d'avoir pensé à me défendre littérairement contre, entre guillemets, l'exotisme. Toute localisation me semble odieuse, aussi bien que toute datation pour nos pauvres fêtes de l'esprit. Autant que d'inactualité, j'ai toujours eu grand besoin d'affranchissement du lieu. Et si je tiens encore pour une simple question de lumière, un certain degré de latitude en ceinture à tout notre globe, je hais cordialement toute longitude. Des Antillais même pourraient penser, non de mes poèmes, qui sont tout simplement français, ni de mes thèmes, qui furent toujours étroitement vécus, mais de mon attitude humaine, antérieure au songe de la vie, qu'il y a là plus d'Océaniens, ou d'Asiatiques, ou d'Africains, ou de toute autre chose encore, que d'Antillais. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai lui dit, il est en train de définir l'Antillais. L'Antillais, c'est celui qui a en lui l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Et il dit, mais chez moi, il y a tout ça, je ne suis pas enfermé, et il n'a pas vu, puisqu'il n'a pas vu les gens, il n'a pas vu que c'était justement ça qui définissait l'essentiel et qui l'a porté à cette poésie universaliste. Alors, à la fin de la lettre, il précise encore, haine de l'esthétisme aussi. Comprenez-vous combien m'a pu ravir l'étrange intuition qui vous porte, poète, à me faire don en fin d'article d'une simple phrase comme celle-ci, ventilant pour mon gré toutes les primitives du poète. Deux points, les guillemets. Les quatre éléments, les animaux, les plantes, les pierres, la chasse, la guerre et les passions des hommes. Je vous remercie aussi, cher ami. Autrement dit, là, tout Perse définit toute sa poétique à partir d'un refus prétendument de quelque chose que les Antillais auraient enfermé, alors que c'est la Guadeloupe qui l'a ouvert au monde par le fait que, à la fois dans la nature guadeloupéenne, eau, terre, feu, c'est le paradis, et c'est l'enfer, cyclone, raz-de-marée, éruption volcanique et séisme. Il y a tout ce qui fait la matière matérielle, visuelle de poète et de la poésie, depuis les Grecs anciens jusqu'à lui. C'est en cela qu'il y a à la fois une grande tendresse, je dirais, pour Saint John Perse, pour moi c'est l'enfant. Saint John Perse. Éloge pour fêter, non, pour tout ça. C'est pas le vieux monsieur un peu hiératique, l'ambassadeur, c'est pas ça. Saint John Perse, c'est le petit enfant qui cherche l'humain et qui ne l'a pas trouvé ailleurs que dans les plantes, les insectes, la nature, les fleurs, les désastres, le cyclone. Une autre chose qui m'avait frappé dans une lettre, toujours encore, c'est que Saint John Perse parlait de cyclone. Il y avait une lettre et il dit, pourvu que tout ait été détruit. On connaît ça, les cyclones, à l'avant.
l'horreur latente qu'on a comme ça. Et c'est quelque chose qu'il raconte. Donc aussi bien les douleurs, les blessures, que la félicité. Et quand il parle, c'est une des plus violentes descriptions de cyclone que lui fait. Donc il sait ce que c'est. Mais c'est pas qu'il a fui les malheurs des Antilles, c'est qu'il a fui malheur et bonheur pour pouvoir les retrouver dans la poésie.